Robinson Crusoé, chapitre 1. En 1632, je naquis à York, d'une bonne famille, mais qui n'était point de ce pays. Mon père, originaire de Brême, établi premièrement à Hull, après avoir acquis de l'aisance et s'être retiré du commerce, était venu résider à York, où il s'était allié, par ma mère, à la famille Robinson, une des meilleures de la province. C'est à cette alliance que je devais mon double nom de Robinson Kreuznaer. Mais aujourd'hui, par une corruption de mots assez commune en Angleterre, on nous nommons et signons Crusoé. C'est ainsi que mes compagnons m'ont toujours appelé. J'avais 2 frères. L'aîné, lieutenant-colonel en Flandre d'un régiment d'infanterie anglaise, autrefois commandé par le fameux colonel Lockhart, fut tué à la bataille de Dunkerque contre les Espagnols. Que devint l'autre, j'ignore quelle fut sa destinée. Mon père et ma mère ne connurent pas mieux la mienne. 3e fils de la famille, et n'ayant appris aucun métier, ma tête commença de bonne heure à se remplir de pensées vagabondes. Mon père, qui était un bon vieillard, m'avait donné toute la somme de savoir qu'en général on peut acquérir par l'éducation domestique et dans une école gratuite. Il voulait me faire avocat. Mais mon seul désir était d'aller sur mer, et cette inclination m'entraînait si résolument contre sa volonté et ses ordres, et malgré même toutes les prières et les sollicitations de ma mère et de mes parents, qu'il semblait qu'il y eût une fatalité dans cette propension naturelle vers un avenir de misère. Mon père, homme grave et sage, me donnait de sérieux et d'excellents conseils contre ce qu'il prévoyait être mon dessein. Un matin, il m'appela dans sa chambre, où il était retenu par la goutte, et me réprimanda chaleureusement à ce sujet. « Quelle autre raison as-tu, me dit-il, qu'un penchant aventureux pour abandonner la maison paternelle et ta patrie, où tu pourrais être poussé et où tu as l'assurance de faire ta fortune avec de l'application et de l'industrie, et l'assurance d'une vie d'aisance et de plaisir. Il n'y a que les hommes dans l'adversité ou les ambitieux qui s'en vont chercher aventure dans les pays étrangers, pour s'élever par entreprise et se rendre fameux par des actes en dehors de la voie commune. Ces choses sont de beaucoup trop au-dessus ou trop au-dessous de toi. Ton état est le médiocre, ou ce qui peut être appelé la première condition du bas étage. Une longue expérience me l'a fait reconnaître comme le meilleur dans le monde et le plus convenable au bonheur. Il n'est en proie ni aux misères, ni aux peines, ni aux travaux, ni aux souffrances des artisans. Il n'est point troublé par l'orgueil, le luxe, l'ambition et l'envie des hautes classes. Tu peux juger du bonheur de cet état. C'est celui de la vie que les autres hommes jalousent. Les rois, souvent, ont gémi des cruelles conséquences d'être nés pour les grandeurs, et ont souhaité d'être placés entre les 2 extrêmes, entre les grands et les petits. Le sage l'a attesté comme étant le juste point de la vraie félicité en implorant le ciel de le préserver de la pauvreté et de la richesse. Remarque bien ceci, et tu le vérifieras toujours. Les calamités de la vie sont le partage de la plus haute et de la plus basse classe du genre humain. La condition moyenne éprouve le moins de désastres et n'est point exposée à autant de vicissitudes que le haut et le bas de la société. Elle est même sujette à moins de maladies et de troubles de corps et d'esprit que les 2 autres, qui, par leurs débauches, leurs vices et leurs excès, ou par un trop rude travail, le manque du nécessaire, une insuffisante nourriture et la faim, attirent sur eux des misères et des maux, naturelles conséquences de leur manière de vivre.
La condition moyenne s'accommode le mieux de toutes les vertus, de toutes les jouissances. La paix et l'abondance sont les compagnes d'une fortune médiocre. La tempérance, la modération, la tranquillité, la santé, la société, tous les agréables divertissements et tous les plaisirs désirables sont les bénédictions réservées à ce rang. Par cette voie, les hommes quittent le monde d'une façon douce et passent doucement et uniment à travers, sans être accablés de travaux des mains ou de l'esprit, sans être vendus à la vie de servitude pour le pain de chaque jour, sans être harassés par des perplexités continuelles qui troublent la paix de l'âme et arrachent le corps au repos, sans être dévorés par les angoisses de l'envie ou la secrète et rongeante convoitise de l'ambition. Au sein d'heureuses circonstances, ils glissent tout mollement à travers la société et goûtent raisonnablement les douceurs de la vie sans les amertumes, ayant le sentiment de leur bonheur et apprenant, par l'expérience journalière, à le connaître plus profondément. Ensuite, il me pria instamment et de la manière la plus affectueuse de ne pas faire le jeune homme. « Ne va pas te précipiter, me disait-il, au milieu des maux contre lesquels la nature et ta naissance semblent t'avoir prémuni. Tu n'es pas dans la nécessité d'aller chercher ton pain. Je te veux du bien. Je ferai tous mes efforts pour te placer parfaitement dans la position de la vie qu'en ce moment je te recommande. Si tu n'étais pas aise et heureux dans le monde, ce serait par ta destinée ou tout à fait par l'erreur qu'il te faut éviter. Je n'en serais en rien responsable, ayant ainsi satisfait à mes devoirs en t'éclairant sur des projets que je sais être ta ruine. En un mot, j'accomplirais franchement mes bonnes promesses si tu voulais te fixer ici suivant mon souhait. Mais je ne voudrais pas tremper dans tes infortunes en favorisant ton éloignement. N'as-tu pas l'exemple de ton frère aîné, auprès de qui j'usais autrefois des mêmes instances pour le dissuader d'aller à la guerre des Pays-Bas, instances qui ne purent l'emporter sur ses jeunes désirs, le poussant à se jeter dans l'armée, où il trouva la mort. Je ne cesserai jamais de prier pour toi. Toutefois, j'oserais te prédire, si tu faisais ce coup de tête, que Dieu ne te bénirait point, et que dans l'avenir, manquant de toute assistance, tu aurais toute la latitude de réfléchir sur le mépris de mes conseils. Je remarquai vers la dernière partie de ce discours, qui était véritablement prophétique, quoique je ne suppose pas que mon père en ait eu le sentiment. Je remarquai, dis-je, que des larmes coulaient abondamment sur sa face, surtout lorsqu'il me parla de la perte de mon frère, et qu'il était si ému en me prédisant que j'aurais tout le loisir de me repentir, sans avoir personne pour m'assister, qu'il s'arrêta court, puis ajouta « J'ai le cœur trop plein, je ne saurais t'en dire davantage. » Je fus sincèrement touché de cette exhortation. Au reste, pouvait-il en être autrement? Je résolus donc de ne plus penser à aller au loin, mais à m'établir chez nous, selon le désir de mon père. Hélas, en peu de jours tout cela s'évanouit, et bref, pour prévenir de nouvelles importunités paternelles, quelques semaines après je me déterminai à m'enfuir. Néanmoins, je ne fis rien à la hâte, comme m'y poussait ma première ardeur. Mais un jour que ma mère me parut un peu plus gaie que de coutume, je la pris à part et lui dis « Je suis tellement préoccupée du désir irrésistible de courir le monde que je ne pourrais rien embrasser avec assez de résolution pour y réussir. Mon père ferait mieux de me donner son consentement que de me placer dans la nécessité de passer outre. Maintenant, je suis âgé de 18 ans. Il est trop tard pour que j'entre apprenti dans le commerce ou clerc chez un procureur. Si je le faisais, je suis certain de ne pouvoir achever mon temps,
et avant mon engagement rempli, de m'évader de chez mon maître, pour m'embarquer. Si vous vouliez bien engager mon père à me laisser faire seulement un voyage lointain, et que j'en revienne dégoûté, je ne bougerai plus, et je vous promettrai de réparer ce temps perdu par un redoublement d'assiduité. » Cette ouverture jeta ma mère en grande émotion. « Cela n'est pas proposable, me répondit-elle. Je me garderai bien d'en parler à ton père. Il connaît trop bien tes véritables intérêts pour donner son assentiment à une chose qui te serait si funeste. Je trouve étrange que tu puisses encore y songer après l'entretien que tu as eu avec lui et l'affabilité et les expressions tendres dont je sais qu'il a usé envers toi. En un mot, si tu veux absolument aller te perdre, je n'y vois point de remède. Mais tu peux être assuré de n'obtenir jamais notre approbation. Pour ma part, je ne veux point mettre la main à l'œuvre de ta destruction, et il ne sera jamais dit que ta mère se soit prêtée à une chose réprouvée par ton père. » Nonobstant ce refus, comme je l'appris dans la suite, elle rapporta le tout à mon père, qui, profondément affecté, lui dit en soupirant : « Ce garçon pourrait être heureux s'il voulait demeurer à la maison. Mais s'il va courir le monde, il sera la créature la plus misérable qui ait jamais été. Je n'y consentirai jamais. » Ce ne fut environ qu'1 an après ceci que je m'échappais. Quoique cependant je continuasse obstinément à rester sourd à toute proposition d'embrasser un état, et quoique souvent je reprochasse à mon père et à ma mère leur inébranlable opposition, quand ils savaient très bien que j'étais entraîné par mes inclinations. Un jour, me trouvant à Houle, où j'étais allé par hasard, et sans aucun dessein prémédité, « Étant là, dis-je, un de mes compagnons, prêt à se rendre par mer à Londres, sur un vaisseau de son père, me pressa de partir, avec l'amorce ordinaire des marins, c'est-à-dire qu'il ne m'en coûterait rien pour ma traversée. Je ne consultai plus mes parents, je ne leur envoyai aucun message, mais, leur laissant à l'apprendre comme ils pourraient, sans demander la bénédiction de Dieu ou de mon père, sans aucune considération des circonstances et des conséquences, malheureusement Dieu sait, le 1er septembre 1651, j'allai à bord d'un vaisseau chargé pour Londres. Jamais infortunes de jeunes aventuriers, je pense, ne commencèrent plus tôt et ne durèrent plus longtemps que les miennes. Comme le vaisseau sortait à peine de l'Humber, le vent s'éleva et les vagues s'enflèrent effroyablement. Je n'étais jamais allé sur mer auparavant. Je fus, d'une façon indicible, malade de corps et épouvanté d'esprit. Je commençai alors à réfléchir sérieusement sur ce que j'avais fait et sur la justice divine qui frappait en moi un fils coupable. Tous les bons conseils de mes parents, les larmes de mon père, les paroles de ma mère se présentèrent alors vivement à mon esprit. Et ma conscience, qui n'était point encore arrivée à ce point de dureté qu'elle atteignit plus tard, me reprocha mon mépris de la sagesse et la violation de mes devoirs envers Dieu et mon père. Pendant ce temps, la tempête croissait, et la mer, sur laquelle je ne m'étais encore jamais trouvé, devint très grosse. Quoique ce ne fût rien en comparaison de ce que j'ai vu maintes fois depuis, et même seulement quelques jours après. C'en fut assez pour affecter un novice tel que moi. À chaque vague, je me croyais submergé, et chaque fois que le vaisseau s'abaissait entre deux lames, je le croyais englouti au fond de la mer. Dans cette agonie d'esprit, je fis plusieurs fois le projet et le vœu, s'il plaisait à Dieu de me sauver de ce voyage, et si je pouvais remettre le pied sur la terre ferme, de ne plus le remettre à bord d'un navire, de m'en aller tout droit chez mon père, de m'abandonner à ses conseils et de ne plus me jeter dans de telles misères.
Alors, je vis pleinement l'excellence de ses observations sur la vie commune, et combien doucement et confortablement il avait passé tous ses jours, sans jamais avoir été exposé, ni aux tempêtes de l'océan, ni aux disgrâces de la terre. Et je résolus, comme l'enfant prodigue repentant, de retourner à la maison paternelle. Ces sages et sérieuses pensées durèrent tant que dura la tempête, et même quelque temps après. Mais le jour d'ensuite, le vent étant abattu et la mer plus calme, je commençai à m'y accoutumer un peu. Toutefois, j'étais encore indisposé du mal de mer, et je demeurai fort triste pendant tout le jour. Mais à l'approche de la nuit, le temps s'éclaircit, le vent s'apaisa tout à fait. La soirée fut délicieuse, et le soleil se coucha éclatant pour se lever de même le lendemain. Une brise légère, un soleil embrasé resplendissant sur une mer unie, ce fut un beau spectacle, le plus beau que j'ai vu de ma vie. J'avais bien dormi pendant la nuit, je ne ressentais plus de nausées. J'étais vraiment dispos et je contemplais, émerveillé, l'océan qui, la veille, avait été si courroucé et si terrible, et qui, si peu de temps après, se montrait si calme et si agréable. Alors, de peur que mes bonnes résolutions ne continuent, mon compagnon, qui m'avait en vérité débauché, vint à moi. « Eh bien, Bob, me dit-il en me frappant sur l'épaule, comment ça va-t-il? Je gage que tu as été effrayé la nuit dernière quand il ventait. Ce n'était pourtant qu'une bouffée de vent. » « Vous n'appelez ça qu'une bouffée de vent? C'était une horrible tourmente. » »« Une tourmente? Tu es fou? Tu appelles ça une tourmente? Vraiment, ce n'était rien du tout. Donne-nous un bon vaisseau et une belle dérive. Nous nous moquerons bien d'une pareille rafale. Tu n'es qu'un marin d'eau douce, Bob. Viens, faisons un bol de punch et oublions tout ça. Vois quel temps charmant il fait à cette heure. » Enfin, pour abréger cette triste portion de mon histoire, nous suivîmes le vieux train des gens de mer. On fit du punch, je m'enivrai. Et, dans une nuit de débauche, je noyai toute ma repentance, toutes mes réflexions sur ma conduite passée et toutes mes résolutions pour l'avenir. De même que l'océan avait rasséréné sa surface et était rentré dans le repos après la tempête abattue, de même, après le trouble de mes pensées évanouies, après la perte de mes craintes et de mes appréhensions, le courant de mes désirs habituels revint, et j'oubliai entièrement les promesses et les vœux que j'avais faits en ma détresse. Pourtant, à la vérité, comme il arrive ordinairement en pareil cas, quelques intervalles de réflexion et de bons sentiments reparaissaient encore, mais je les chassais et je m'en guérissais comme d'une maladie, en m'adonnant et à la boisson et à la compagnie. Bientôt j'eus surmonté le retour de ces accès, c'est ainsi que je les appelais, et en 5 ou 6 jours, j'obtins sur ma conscience une victoire aussi complète qu'un jeune libertin résolu à étouffer ses remords le pouvait désirer. Mais il m'était réservé de subir encore une épreuve. La Providence, suivant sa loi ordinaire, avait résolu de me laisser entièrement sans excuse. Puisque je ne voulais pas reconnaître ceci pour une délivrance, la prochaine devait être telle que le plus mauvais bandit d'entre nous confesserait tout à la fois le danger et la miséricorde. Le 6e jour de notre traversée, nous entrâmes dans la rade de Yarmouth. Le vent ayant été contraire et le temps calme, nous n'avions fait que peu de chemin depuis la tempête. Là, nous fûmes obligés de jeter l'ancre, et le vent continuant d'être contraire, c'est-à-dire de souffler sud-ouest, nous y demeurâmes 7 ou 8 jours, durant lesquels beaucoup de vaisseaux de Newcastle vinrent mouiller dans la même rade,
refuge commun des bâtiments qui attendent un vent favorable pour gagner la Tamise. Nous eussions toutefois relâché moins longtemps, et nous eussions dû, à la faveur de la marée, remonter la rivière, si le vent n'eût été trop fort. Et si, au 4e ou 5e jour de notre station, il n'eût pas soufflé violemment. Cependant, comme la rade était réputée aussi bonne qu'un port, comme le mouillage était bon, et l'appareil de notre ancre extrêmement solide, nos gens étaient insouciants, et sans la moindre appréhension du danger, ils passaient le temps dans le repos et dans la joie, comme il est d'usage sur mer. Mais le 8e jour au matin, le vent força. Nous mîmes tous la main à l'œuvre, nous calâmes nos mâts de hune, et tînmes toutes choses closes et serrées, pour donner au vaisseau des mouvements aussi doux que possible. Vers midi, la mer devint très grosse. Notre château de proue plongeait. Nous embarquâmes plusieurs vagues, et il nous sembla, une ou deux fois, que notre ancre ne tenait pas. Sur ce, le capitaine fit jeter l'ancre de veille, de sorte que nous chassâmes sur 2, après avoir filé nos câbles jusqu'au bout. Déjà une terrible tempête mugissait, et je commençais à voir la stupéfaction et la terreur sur le visage des matelots eux-mêmes. Quoique veillant sans relâche à la conservation du vaisseau, comme il entrait ou sortait de sa cabine et passait près de moi, j'entendis plusieurs fois le capitaine proférer tout bas ces paroles et d'autres semblables. « Seigneur, ayez pitié de nous, nous sommes tous perdus, nous sommes tous morts. » Durant ces premières confusions, j'étais stupide, étendu dans ma cabine, au logement des matelots, et je ne saurais décrire l'état de mon esprit. Je pouvais difficilement rentrer dans mon premier repentir que j'avais si manifestement foulé aux pieds et contre lequel je m'étais endurci. Je pensais que les affres de la mort étaient passés et que cet orage ne serait rien comme le premier. Mais quand, près de moi, comme je le disais tantôt, le capitaine lui-même s'écria « Nous sommes tous perdus !» Je fus horriblement effrayé. Je sortis de ma cabine et je regardai dehors. Jamais spectacle aussi terrible n'avait frappé mes yeux. L'océan s'élevait comme des montagnes, et à chaque instant fondait contre nous. Quand je pouvais promener un regard aux alentours, je ne voyais que détresse. 2 bâtiments pesamment chargés, qui mouillaient non loin de nous, avaient coupé leurs mâts à la base, et nos gens s'écrièrent qu'un navire ancré à 1 mille de nous venait de s'enseir sur ses amarres. 2 autres vaisseaux, arrachés à leurs ancres hors de la rade, allaient au large à tout hasard, sans voile ni mâture. Les bâtiments légers, fatigant moins, étaient en meilleure passe. 2 ou 3 d'entre eux qui dérivaient passèrent tout contre nous, courant vent arrière avec leurs civadières seulement. Vers le soir, le second et le bosseman supplièrent le capitaine, qui s'y opposa fortement, de laisser couper le mât de misaine. Mais le bosseman lui ayant protesté que s'il ne le faisait pas, le bâtiment coulerait à fond, il y consentit. Quand le mât d'avant fut abattu, le grand mât, ébranlé, secouait si violemment le navire qu'ils furent obligés de le couper aussi et de faire pont ras. Chacun peut juger dans quel état je devais être, moi, jeune marin, que précédemment si peu de choses avaient jeté en si grand effroi. Mais autant que je puis me rappeler de si loin les pensées qui me préoccupaient alors, j'avais 10 fois plus que la mort en horreur d'esprit mon mépris de mes premiers remords et mon retour aux premières résolutions que j'avais prises si méchamment. Cette horreur, jointe à la terreur de la tempête, me mit dans un tel état que je ne puis par des mots la dépeindre. Mais le pis n'était pas encore advenu. La tempête continua avec tant de furie que les marins eux-mêmes confessèrent n'en avoir jamais vu de plus violente. Nous avions un bon navire, mais il était lourdement chargé et calait tellement
qu'à chaque instant les matelots s'écriaient qu'il allait couler bas. Sous un rapport, ce fut un bonheur pour moi que je ne comprisse pas ce qu'ils entendaient par ce mot avant que je m'en fusse enquis. La tourmente était si terrible que je vis, chose rare, le capitaine, le contremaître et quelques autres plus judicieux que le reste faire leur prière, s'attendant à tout moment que le vaisseau irait au fond. Au milieu de la nuit, pour surcroît de détresse, un des hommes qu'on avait envoyé à la visite cria qu'une ouverture s'était produite, et un autre dit qu'il y avait 4 pieds d'eau dans la cale. Alors tous les bras furent appelés à la pompe. À ce seul mot, je m'évanouis, et je tombai à la renverse sur le bord de mon lit, sur lequel j'étais assis dans ma cabine. Toutefois, les matelots me réveillèrent et me dirent que si jusque-là je n'avais été bon à rien, j'étais tout aussi capable de pomper qu'aucun autre. Je me levai, j'allai à la pompe et je travaillai de tout cœur. Dans cette entrefaite, le capitaine, apercevant quelques petits bâtiments charbonniers qui, ne pouvant surmonter la tempête, étaient forcés de glisser et de courir au large et passeraient près de nous, ordonna de tirer un coup de canon en signal de détresse. Moi qui ne savais ce que cela signifiait, je fus tellement surpris que je crus le vaisseau brisé ou qu'il était advenu quelque autre chose épouvantable. En un mot, je fus si effrayé que je tombai en défaillance. Comme c'était dans un moment où chacun pensait à sa propre vie, personne ne prit garde à moi ni à ce que j'étais devenu. Seulement un autre prit ma place à la pompe, et me repoussa du pied à l'écart, pensant que j'étais mort. Et ce ne fut que longtemps après que je revins à moi. On travaillait toujours, mais l'eau augmentant à la cale, il y avait toute apparence que le vaisseau coulerait bas. Et quoique la tourmente commençât à s'abattre un peu, néanmoins il n'était pas possible qu'il surnageât jusqu'à ce que nous atteignissions un port. Aussi, le capitaine continua-t-il à faire tirer le canon de détresse. Un petit bâtiment qui venait justement de passer devant nous aventura une barque pour nous secourir. Ce fut avec le plus grand risque qu'elle approcha, mais il était impossible que nous y allassions ou qu'elle parvint jusqu'au flanc du vaisseau. Enfin, les rameurs faisant un dernier effort et hasardant leur vie pour sauver la nôtre, nos matelots leur lancèrent de l'avant une corde avec une bouée et en filèrent une grande longueur. Après beaucoup de peines et de périls, ils la saisirent. Nous les halâmes jusque sous notre poupe et nous descendîmes dans leur barque. Il eût été inutile de prétendre atteindre leur bâtiment. Aussi l'avis commun fut-il de laisser aller la barque en dérive et seulement de ramer le plus qu'on pourrait vers la côte, notre capitaine promettant, si la barque venait à se briser contre le rivage, d'en tenir compte à son patron. Ainsi, parti en ramant, parti en dérivant vers le nord, notre bateau s'en alla obliquement presque jusqu'à Winterton-Ness. Il n'y avait guère plus d'un quart d'heure que nous avions abandonné notre vaisseau quand nous le vîmes s'abîmer. Alors je compris pour la première fois ce que signifiait couler bas. Mais je dois l'avouer, j'avais l'œil trouble et je distinguai fort mal quand les matelots me dirent qu'il coulait, car dès le moment que j'allais, ou plutôt qu'on me mit dans la barque, j'étais anéanti par l'effroi, l'horreur et la crainte de ce qui m'attendait encore. Nos gens faisaient toujours force de rames pour approcher du rivage. Quand notre bateau s'élevait au haut des vagues, nous l'apercevions, et le long de la rive, nous voyions une foule nombreuse accourir pour nous assister lorsque nous serions proches. Nous avancions lentement, et nous ne pûmes aborder avant d'avoir passé le phare de Winterton. La côte s'enfonçait à l'ouest vers Cromer, de sorte que la terre brisait un peu la violence du vent. Là nous abordâmes, et non sans grande difficulté, nous descendîmes tous sains et saufs sur la plage, et allâmes à pied à Yarmouth, où, comme des infortunés, nous fûmes traités avec beaucoup d'humanité, et par les magistrats de la ville, qui nous assignèrent de bons gîtes,
et par les marchands et les armateurs qui nous donnèrent assez d'argent pour nous rendre à Londres ou pour retourner à Hull, suivant que nous jugerions convenable. C'est alors que si j'avais eu le bon sens de revenir à Hull et de rentrer chez nous, j'aurais été heureux. Et mon père, emblème de la parabole de notre Sauveur, eût même tué le veau gras pour moi. Car ayant appris que le vaisseau sur lequel j'étais avait fait naufrage dans la rade de Yarmouth, il fut longtemps avant d'avoir l'assurance que je n'étais pas noyé. Mais mon mauvais destin m'entraînait avec une obstination irrésistible. Et, bien que souvent ma raison et mon bon jugement me criassent de revenir à la maison, je n'avais pas la force de le faire. Je ne saurais ni comment appeler cela, ni vouloir prétendre que ce soit un secret irrévocable qui nous pousse à être les instruments de notre propre destruction. Quoique même nous en ayons la conscience et que nous nous y précipitions les yeux ouverts. Mais véritablement, rien, si ce n'est quelque décret inévitable me condamnant à une vie de misère et qu'il m'était impossible de braver, eût pu m'entraîner contre ma froide raison et les persuasions de mes pensées les plus intimes, et contre les 2 avertissements si manifestes que j'avais reçus dans ma première entreprise. Mon camarade, qui d'abord avait aidé à mon endurcissement, et qui était le fils du capitaine, se trouvait alors plus découragé que moi. La première fois qu'il me parla à Yarmouth, ce qui ne fut pas avant le 2e ou le 3e jour, car nous étions logés en divers quartiers de la ville, la première fois, dis-je, qu'il s'informa de moi, son ton me parut altéré. Il me demanda d'un air mélancolique, en secouant la tête, comment je me portais, et dit à son père qui j'étais, et que j'avais fait ce voyage seulement pour essai, dans le dessein d'en entreprendre d'autres plus lointains. Cet homme se tourna vers moi, et avec un accent de gravité et d'affliction, « Jeune homme, me dit-il, vous ne devez plus retourner sur mer. Vous devez considérer ceci comme une marque certaine et visible que vous n'êtes point appelé à faire un marin. Mais vous, monsieur, n'irez-vous donc plus en mer ? Le cas est bien différent, répliqua-t-il. C'est mon métier et mon devoir. Au lieu que vous, qui faisiez ce voyage comme essai, voyez quel avant-goût le ciel vous a donné de ce à quoi il faudrait vous attendre si vous persistiez. Peut-être cela n'est-il advenu qu'à cause de vous, semblable à Jonas dans le vaisseau de Tarsis. Qui êtes-vous, je vous prie, et pourquoi vous étiez-vous embarqué ? Je lui contai en partie mon histoire. Sur la fin, il m'interrompit et s'emporta d'une étrange manière. « Qu'avais-je donc fait, s'écria-t-il, pour mériter d'avoir à bord un pareil misérable ? Je ne voudrais pas pour 1000 livres sterling remettre le pied sur le même vaisseau que vous. » C'était, en vérité, comme j'ai dit, un véritable égarement de ses esprits encore troublés par le sentiment de sa perte, et qui dépassait toutes les bornes de son autorité. Toutefois, il me parla ensuite très gravement, m'exhortant à retourner chez mon père et à ne plus tenter la providence. Il me dit qu'il devait m'être visible que le bras de Dieu était contre moi. « Enfin, jeune homme, me déclara-t-il, comptez bien que, si vous ne vous en retournez, en quelque lieu que vous alliez, vous ne trouverez qu'adversité et désastre, jusqu'à ce que les prédictions de votre père se soient accomplies à vos dépens. » Je lui répondis peu de choses. Nous nous séparâmes bientôt après, et je ne le revis plus. Quelle route prit-il, je ne sais. Pour moi, ayant quelque argent dans ma poche, je m'en allais, par terre, à Londres. Là, comme sur la route, j'eus plusieurs combats avec moi-même sur le genre de vie que je devais prendre, ne sachant si je devais retourner chez nous ou retourner sur mer. Quant à mon retour au logis, la honte étouffait les meilleurs mouvements de mon esprit, et lui représentait incessamment combien je serais raillé dans le voisinage, et serais confus, non seulement devant mon père et ma mère, mais devant même qui que ce fût.
d'où j'ai depuis souvent pris occasion d'observer combien est sotte et inconséquente la conduite ordinaire des hommes, et surtout de la jeunesse, à l'égard de cette raison qui devrait les guider en pareil cas. Qu'ils n'ont pas honte de pécher, mais qu'ils l'ont de se repentir. Qu'ils ne sont pas honteux de l'action qui devrait, à bon droit, les faire passer pour insensés, mais qu'ils le sont du retour qui seul peut les faire honorer comme sages. Toutefois, je demeurai quelque temps dans cette situation, ne sachant quel parti prendre, ni quelle carrière embrasser, ni quel genre de vie mener. J'éprouvais toujours une répugnance invincible pour la maison paternelle, et, comme je balançais longtemps, le souvenir de la détresse où j'avais été s'évanouissait, et avec lui mes faibles désirs de retour, jusqu'à ce qu'enfin je les mis tout à fait de côté et cherchai à faire un voyage. Cette maligne influence qui m'avait premièrement poussé hors de la maison paternelle, qui m'avait suggéré l'idée extravagante et indéterminée de faire fortune, et qui m'avait inculqué si fortement ces fantaisies que j'étais devenu sourd aux bons avis, aux remontrances et même aux ordres de mon père, cette même influence donc, quelle qu'elle fût, me fit concevoir la plus malheureuse de toutes les entreprises, celle de monter à bord d'un vaisseau partant pour la côte d'Afrique, ou, comme nos marins disent vulgairement, pour un voyage de Guinée. Ce fut un grand malheur pour moi, dans toutes ces aventures, que je ne fisse point, à bord, le service comme un matelot. À la vérité, j'aurais travaillé plus rudement que de coutume, mais en même temps, je me serais instruit des devoirs et de l'office d'un marin. Et avec le temps, j'aurais pu me rendre apte à faire un second ou un lieutenant, sinon un capitaine. Mais ma destinée était toujours de choisir le pire. Parce que j'avais de l'argent en poche et de bons vêtements sur le dos, je voulais toujours aller à bord comme un gentleman. Aussi, je n'eus jamais aucune charge sur un bâtiment et n'appris jamais à en remplir aucune. J'eus la chance, dès mon arrivée à Londres, de tomber en assez bonne compagnie, ce qui n'arrive pas toujours aux jeunes libertins sans jugement comme je l'étais alors, le démon ne tardant pas généralement à leur dresser quelques embûches. Mais pour moi, il n'en fut pas ainsi. Ma première connaissance fut un capitaine de vaisseau, qui, étant allé sur la côte de Guinée avec un très grand succès, avait résolu d'y retourner. Ayant pris goût à ma société, qui alors n'était pas du tout désagréable, et m'ayant entendu parler de mon projet de voir le monde, il me dit « Si vous voulez faire le voyage avec moi, vous n'aurez aucune dépense. Vous serez mon commensal et mon compagnon. Et si vous vouliez emporter quelque chose avec vous, vous jouiriez de tous les avantages que le commerce offrirait. Et peut-être y trouveriez-vous quelques profits. » J'acceptai l'offre, et me liant d'étroite amitié avec ce capitaine, qui était un homme franc et honnête, je fis ce voyage avec lui, risquant une petite somme que, par sa probité désintéressée, j'augmentai considérablement, car je n'emportai environ que pour 40 livres sterling de verroterie et de babioles qu'il m'avait conseillé d'acheter. Ces 40 livres sterling, je les avais amassés par l'assistance de quelques-uns de mes parents avec lesquels je correspondais, et qui, je pense, avaient engagé mon père, ou au moins ma mère, à contribuer d'autant à ma première entreprise. C'est le seul voyage où je puis dire avoir été heureux dans toutes mes spéculations, et je le dois à l'intégrité et à l'honnêteté de mon ami le capitaine. En outre, j'y acquis aussi une suffisante connaissance des mathématiques et des règles de la navigation. J'appris à faire l'estime d'un vaisseau et à prendre la hauteur. Bref, à entendre quelques-unes des choses qu'un homme de mer doit nécessairement savoir. Autant mon capitaine prenait de plaisir à m'instruire, autant je prenais de plaisir à étudier. Et en un mot,
ce voyage me fit tout à la fois marin et marchand. Pour ma pacotille, je rapportai donc 5 livres 9 onces de poudre d'or, qui me valurent, à mon retour à Londres, à peu près 300 livres sterling, et me remplirent de ces pensées ambitieuses qui, plus tard, consommèrent ma ruine. Néanmoins, j'eus dans ce voyage mes disgrâces aussi. Je fus surtout continuellement malade et jeté dans une violente calenture par la chaleur excessive du climat. Notre principal trafic se faisant sur la côte depuis le 15e degré de latitude septentrionale jusqu'à l'équateur. Je voulais alors me faire marchand de Guinée, et pour mon malheur, mon ami étant mort peu de temps après son arrivée, je résolus d'entreprendre encore ce voyage. Et je m'embarquai sur le même navire avec celui qui, la première fois, en avait été le second, et qui alors en avait obtenu le commandement. Jamais traversée ne fut plus déplorable, car, bien que je n'emportasse pas tout à fait 100 livres sterling de ma nouvelle richesse, laissant 200 livres confiés à la veuve de mon ami, qui fut très fidèle dépositaire, je ne laissai pas de tomber en de terribles infortunes. Notre vaisseau, cinglant vers les Canaries, ou plutôt entre ces îles et la côte d'Afrique, fut surpris, à l'aube du jour, par un corsaire turc de Salé, qui nous donna la chasse avec toute la voile qu'il pouvait faire. Pour le parer, nous forçâmes aussi de voile autant que nos vergues en purent déployer, et nos mâts en purent charrier. Mais voyant que le pirate gagnait sur nous, et qu'assurément avant peu d'heures il nous joindrait, nous nous préparâmes au combat. Notre navire avait 12 canons et l'écumeur en avait 18. Environ à 3 heures de l'après-midi, il entra dans nos eaux et nous attaqua par méprise, juste en travers de notre hanche, au lieu de nous enfiler par notre poupe, comme il le voulait. Nous pointâmes 8 de nos canons de ce côté et lui envoyâmes une bordée qui le fit reculer, après avoir répondu à notre feu et avoir fait faire une mousqueterie à près de 200 hommes qu'il avait à bord. Toutefois, tout notre monde se tenant couvert, pas un de nous n'avait été touché. Il se prépara à nous attaquer de rechef, et nous, de rechef, à nous défendre. Mais cette fois, venant à l'abordage par l'autre flanc, il jeta 60 hommes sur notre pont, qui aussitôt coupèrent et hachèrent nos agrès. Nous les accablâmes de coups de demi-pique, de coups de mousquet et de grenades, d'une si rude manière que 2 fois nous les chassâmes de notre pont. Enfin, pour abréger ce triste endroit de notre histoire, notre vaisseau étant désemparé, 3 de nos hommes tués et 8 blessés, nous fûmes contraints de nous rendre, et nous fûmes tous conduits prisonniers à Salé, port appartenant aux morts. Là, je reçus des traitements moins affreux que je ne l'avais appréhendé d'abord. Je ne fus point emmené dans le pays à la cour de l'empereur, comme le reste de l'équipage. Le capitaine du corsaire me garda pour sa part de prise. Et, comme j'étais jeune, agile et à sa convenance, il me fit son esclave. À ce changement subit de conditions, qui de marchand me faisait misérable esclave, je fus profondément accablé. Je me ressouvins alors du discours prophétique de mon père, que je deviendrais misérable et n'aurais personne pour me secourir. Je le crus ainsi tout à fait accompli, pensant que je ne pourrais jamais être plus mal, que le bras de Dieu s'était appesanti sur moi et que j'étais perdu, sans ressources. Mais hélas, ce n'était qu'un avant-goût des misères qui devaient me traverser, comme on le verra dans la suite de cette histoire. Mon nouveau patron ou maître m'avait prise avec lui dans sa maison. J'espérais aussi qu'il me prendrait avec lui quand de nouveau il irait en mer, et que tôt ou tard son sort serait d'être pris par un vaisseau de guerre espagnol ou portugais, et qu'alors je recouvrerais ma liberté. Mais cette espérance s'évanouit bientôt, car lorsqu'il retournait en course, il me laissait à terre pour soigner son petit jardin et faire à la maison la besogne ordinaire des esclaves.
et quand il revenait de sa croisière, il m'ordonnait de coucher dans sa cabine pour surveiller le navire. Là, je songeais sans cesse à mon évasion et aux moyens que je pourrais employer pour l'effectuer. Mais je ne trouvais aucun expédient qui offrît la moindre probabilité, rien qui pût faire supposer ce projet raisonnable, car je n'avais pas une seule personne à qui le communiquer pour qu'elle s'embarquât avec moi, ni compagnon d'esclavage, ni anglais, ni irlandais, ni écossais. De sorte que pendant 2 ans, quoique je me berçasse souvent de ce rêve, je n'entrevis néanmoins jamais la moindre chance favorable de le réaliser. Au bout de ce temps environ, il se présenta une circonstance singulière qui me remit en tête mon ancien projet de faire quelques tentatives pour recouvrer ma liberté. Mon patron, restant alors plus longtemps que de coutume sans armer son vaisseau, et, à ce que j'appris, faute d'argent, avait pour habitude, régulièrement 2 ou 3 fois par semaine, quelquefois plus si le temps était beau, de prendre la pinasse du navire et de s'en aller pêcher dans la rade. Pour tirer à la rame, il m'emmenait toujours avec lui, ainsi qu'un jeune morisque. Nous le divertissions beaucoup, et je me montrais fort adroit à attraper le poisson, si bien qu'il m'envoyait quelquefois avec un mort de ses parents et le jeune garçon, le morisque, comme on l'appelait, pour lui pêcher un plat de poisson. Une fois, il arriva qu'étant allé à la pêche, un matin par un grand calme, une brume s'éleva, si épaisse que nous perdîmes de vue le rivage, quoique nous n'en fussions pas éloignés d'une demi-lieue. Ramant à l'aventure, nous peinâmes tout le jour et toute la nuit suivante, et, quand vint le matin, nous nous trouvâmes avoir gagné le large au lieu d'avoir gagné la rive, dont nous étions écartés au moins de 2 lieues. Cependant nous l'atteignîmes, à la vérité non sans beaucoup d'efforts et non sans quelque danger, car dans la matinée le vent commença à souffler assez fort et nous étions tous mourants de faim. Or, notre patron, mis en garde par cette aventure, résolut d'avoir plus soin de lui à l'avenir. Ayant à sa disposition la chaloupe de notre navire anglais qu'il avait capturé, il se détermina à ne plus aller à la pêche sans une boussole et quelques provisions. Et il ordonna au charpentier de son bâtiment, qui était aussi un Anglais esclave, d'y construire dans le milieu une chambre de parade, ou cabine, semblable à celle d'un canot de plaisance, laissant assez de place derrière pour manier le gouvernail et border les écoutes, et assez de place devant pour qu'une personne ou 2 puissent manœuvrer la voile. Cette chaloupe cinglait avec ce que nous appelons une voile en épaule de mouton, qu'on amurait sur le faîte de la cabine, qui était basse et étroite, et contenait seulement une chambre à coucher pour le patron et 1 ou 2 esclaves, une table à manger et quelques coffres pour mettre des bouteilles de certaines liqueurs à sa convenance, et surtout son pain, son riz et son café. Sur cette chaloupe, nous allions fréquemment à la pêche, et comme j'étais très habile à lui attraper du poisson, il n'y allait jamais sans moi. Or, il advint qu'un jour, ayant projeté de faire une promenade dans ce bateau, avec 2 ou 3 morts de quelque distinction en cette place, il fit de grands préparatifs, et la veille, à cet effet, envoya au bateau une plus grande quantité de provisions que de coutume, et me commanda de tenir prêts 3 fusils avec de la poudre et du plomb qui se trouvaient à bord de son vaisseau, parce qu'il se proposait le plaisir de la chasse aussi bien que celui de la pêche. Je préparai toutes choses selon ses ordres, et le lendemain au matin, j'attendais dans la chaloupe, lavée et parée avec guidon et flamme au vent pour la digne réception de ses hôtes. Lorsqu'incontinent, mon patron vint tout seul à bord, et me dit que ses convives avaient remis la partie à cause de quelques affaires qui leur étaient survenues. Il m'enjoignit ensuite, suivant l'usage, d'aller sur ce bateau avec le mort et le jeune garçon pour pêcher quelques poissons,
parce que ses amis devaient souper chez lui, me recommandant de revenir à la maison aussitôt que j'aurais fait une bonne capture. Je me mis en devoir d'obéir. Cette occasion réveilla à mon esprit mes premières idées de liberté, car alors je me trouvai sur le point d'avoir un petit navire à mon commandement. Mon maître étant parti, je commençai à me munir non d'ustensiles de pêche, mais de provisions de voyage, quoique je ne susse ni ne considérasse où je devais faire route pour sortir de ce lieu, tout chemin m'étant bon. Mon premier soin fut de trouver un prétexte pour engager le mort à mettre à bord quelque chose pour notre subsistance. Je lui dis qu'il ne fallait pas que nous comptassions manger le pain de notre patron. « Cela est juste, répliqua-t-il. Et il apporta une grande corbeille de biscuits de mer de leur façon et 3 jarres d'eau fraîche. Je savais où mon maître avait placé son coffre à liqueur, qui, cela était évident par sa structure, devait provenir d'une prise faite sur les Anglais. J'en transportai les bouteilles dans la chaloupe, tandis que le mort était sur le rivage, comme si elles eussent été mises là auparavant pour notre maître. J'y transportai aussi un gros bloc de cire vierge, qui pesait bien environ un demi-quintal, avec un paquet de fils ou ficelles, une hache, une scie et un marteau, qui nous furent tous d'un grand usage dans la suite, surtout le morceau de cire pour faire des chandelles. Puis j'essayai sur le mort d'une autre tromperie dans laquelle il donna encore innocemment. Son nom était Ismaël, dont les morts font Muli ou Moéli. Ainsi l'appelai-je et lui dis-je « Moéli, les mousquets de notre patron sont à bord de la chaloupe. Ne pourriez-vous pas vous procurer un peu de poudre et de plomb de chasse, afin de tuer pour nous autres quelques alcamis, oiseaux semblables à notre courlieu, car je sais qu'il a laissé à bord du navire les provisions de la soute aux poudres. » « Oui, dit-il, j'en apporterai un peu. » Et en effet, il apporta une grande poche de cuir contenant environ 1,5 livre de poudre, plutôt plus que moins, et une autre poche pleine de plomb et de balles, pesant environ 6 livres, et il mit le tout dans la chaloupe. Pendant ce temps, dans la grande cabine de mon maître, j'avais découvert un peu de poudre, dont j'emplis une grosse bouteille qui s'était trouvée presque vide dans le bahut, après avoir transvasé ce qui y restait. Ainsi fournis de toutes choses nécessaires, nous sortîmes du Havre pour aller à la pêche. À la forteresse qui est à l'entrée du port, on savait qui nous étions. On ne prit point garde à nous. À peine étions-nous à 1 mille en mer, nous amenâmes notre voile et nous nous mîmes en devoir de pêcher. Le vent soufflait nord-nord-est, ce qui était contraire à mon désir, car s'il avait soufflé sud, j'eusse été certain d'atterrir à la côte d'Espagne, ou au moins d'atteindre la baie de Cadix. Mais ma résolution était, vente qui vente, de sortir de cet horrible lieu et d'abandonner le reste au destin. Après que nous eûmes pêché longtemps et rien pris, car lorsque j'avais un poisson à mon hameçon, pour qu'on ne pût le voir, je ne le tirais point dehors. « Nous ne faisons rien, dis-je au mort. Notre maître n'entend pas être servi comme ça. Il nous faut encore remonter plus au large. » Lui, n'y voyant pas malice, y consentit, et se trouvant à la proue, déploya les voiles. Comme je tenais la barre du gouvernail, je conduisis l'embarcation à 1 lieue au-delà. Alors je mis en panne comme si je voulais pêcher, et tandis que le jeune garçon tenait le timon, j'allais à la proue vers le mort. Mais, faisant comme si je me baissais pour ramasser quelque chose derrière lui, je le saisis par surprise en passant mon bras entre ses jambes, et je le lançai brusquement hors du bord dans la mer. Il se redressa aussitôt, car il nageait comme un liège, et m'appelant, il me supplia de le reprendre à bord, et me jura qu'il irait d'un bout à l'autre du monde avec moi.
Comme il nageait avec une grande vigueur après la chaloupe et qu'il faisait alors peu de vent, il m'aurait promptement atteint. Sur ce, j'allai dans la cabine et prenant une des arquebuses de chasse, je le couchai en joue et lui dis « Je ne vous ai pas fait de mal, et si vous ne vous obstinez pas, je ne vous en ferai point. Vous nagez bien assez pour regagner la rive. La mer est calme, hâtez-vous d'y aller, je ne vous frapperai point. Mais si vous vous approchez du bateau, je vous tire une balle dans la tête, car je suis résolu à recouvrer ma liberté. » Alors il revira et nagea vers le rivage. Je ne doute point qu'il ne l'ait atteint facilement, car c'était un excellent nageur. J'eusse été plus satisfait d'avoir gardé ce mort et d'avoir noyé le jeune garçon. Mais là, je ne pouvais risquer de me confier à lui. Quand il fut éloigné, je me tournai vers le jeune garçon, appelé Xury, et je lui dis « Xury, si tu veux m'être fidèle, je ferai de toi un homme. Mais si tu ne mets la main sur ta face que tu seras sincère avec moi, ce qui est juré par Mahomet et la barbe de son père, il faut que je te jette aussi dans la mer. » Cet enfant me fit un sourire et me parla si innocemment que je n'aurais pu me défier de lui. Puis il fit le serment de m'être fidèle et de me suivre en tout lieu. Tant que je fus en vue du mort, qui était à la nage, je portai directement au large, préférant bouliner, afin qu'on pût croire que j'étais allé vers le détroit, comme en vérité on eût pu le supposer de toute personne dans son bon sens. Car aurait-on pu imaginer que nous faisions route au sud, vers une côte véritablement barbare, où nous étions sûrs que toutes les peuplades de nègres nous entoureraient de leurs canots et nous désoleraient, où nous ne pourrions aller au rivage sans être dévorés par les bêtes sauvages ou par de plus impitoyables sauvages de l'espèce humaine. Mais aussitôt qu'il fit sombre, je changeai de route et je gouvernai au sud-est, inclinant un peu ma course vers l'est pour ne pas m'éloigner de la côte. Et, ayant un bon vent, une mer calme et unie, je fis tellement de la voile que le lendemain, à 3 heures de l'après-midi, quand je découvris premièrement la terre, je devais être au moins à 150 miles au sud de Salé, tout à fait au-delà des États de l'empereur de Maroc, et même de tout autre roi de par là, car nous ne vîmes personne. Toutefois, la peur que j'avais des morts était si grande, et les appréhensions que j'avais de tomber entre leurs mains étaient si terribles, que je ne voulus ni ralentir, ni aller à terre, ni laisser tomber l'ancre. Le vent continuant à être favorable, je naviguai ainsi 5 jours durant. Mais lorsqu'il eut tourné au sud, je conclus que si quelque vaisseau était en chasse après moi, il devait alors se retirer. Aussi hasardai-je d'atterrir et mouillai-je l'ancre à l'embouchure d'une petite rivière. Je ne sais laquelle, je ne sais où, ni à quelle latitude, dans quelle contrée ou quelle nation. Je n'y vis pas ni ne désirais point y voir aucun homme. La chose importante dont j'avais besoin, c'était de l'eau fraîche. Nous entrâmes dans cette crique sur le soir, nous déterminant d'aller à terre à la nage sitôt qu'il ferait sombre, et de reconnaître le pays. Mais aussitôt qu'il fit entièrement obscur, nous entendîmes un si épouvantable bruit d'aboiements, de hurlements et de rugissements de bêtes farouches, dont nous ne connaissions pas l'espèce, que le pauvre petit garçon faillit en mourir de frayeur, et me supplia de ne point descendre à terre avant le jour. « Bien, Xury, lui dis-je, maintenant je n'irai point, mais peut-être au jour verrons-nous des hommes qui seront plus méchants pour nous que des lions. Alors, nous tirer à eux un coup de mousquet, dit en riant Xury, pour faire eux s'enfuir loin. » Tel était l'anglais que Xury avait appris par la fréquentation de nos autres esclaves. Néanmoins, je fus aise de voir cet enfant si résolu, et je lui donnai, pour le réconforter, un peu de liqueur tirée d'une bouteille du coffre de notre patron. Après tout, l'avis de Xury était bon, et je le suivis.
nous mouillâmes notre petite ancre et nous demeurâmes tranquilles toute la nuit. Je dis tranquilles parce que nous ne dormîmes pas, car durant 2 ou 3 heures nous aperçûmes des créatures excessivement grandes et de différentes espèces, auxquelles nous ne savions quel nom donner, qui descendaient vers la rive et couraient dans l'eau, en se vautrant et se lavant pour le plaisir de se rafraîchir. Elles poussaient des hurlements et des meuglements si affreux que jamais, en vérité, je n'ai rien ouï de semblable. Xury était horriblement effrayé, et de fait, je l'étais aussi. Mais nous fûmes tous deux plus effrayés encore quand nous entendîmes une de ces énormes créatures venir à la nage vers notre chaloupe. Nous ne pouvions la voir, mais nous pouvions reconnaître à son soufflement que ce devait être une bête monstrueusement grosse et furieuse. Xury prétendait que c'était un lion. Cela pouvait bien être. Tout ce que je sais, c'est que le pauvre enfant me disait de lever l'ancre et de faire force de rame. « Non pas, Xury, lui répondis-je. Il vaut mieux filer par le bout de notre câble avec une bouée et nous éloigner en mer, car il ne pourra nous suivre fort loin. » Je n'eus pas plus tôt parlé ainsi que j'aperçus cet animal, quel qu'il fût, à 2 portées d'aviron, ce qui me surprit un peu. Néanmoins, aussitôt j'allai à l'entrée de la cabine, je pris mon mousquet et je fis feu sur lui. À ce coup, il tournoya et nagea de nouveau vers le rivage. Il est impossible de décrire le tumulte horrible, les cris affreux et les hurlements qui s'élevèrent sur le bord du rivage et dans l'intérieur des terres, au bruit et au retentissement de mon mousquet. Je pense avec quelque raison que ces créatures n'avaient auparavant jamais rien ouï de pareil. Ceci me fit voir que nous ne devions pas descendre sur cette côte pendant la nuit, et combien il serait chanceux de s'y hasarder pendant le jour, car tomber entre les mains de quelque sauvage était, pour nous, tout aussi redoutable que de tomber dans les griffes des lions et des tigres. Du moins, appréhendions-nous également l'un et l'autre danger. Quoi qu'il en fût, nous étions obligés d'aller quelque part à l'Égade. Il ne nous restait pas à bord une pinte d'eau. Mais quand? Mais où? C'était là l'embarras. Xury me dit que si je voulais le laisser aller à terre avec une déjarre, il découvrirait s'il y avait de l'eau et m'en apporterait. Je lui demandai pourquoi il y voulait aller. Pourquoi ne resterait-il pas dans la chaloupe et moi-même n'irais-je pas? Cet enfant me répondit avec tant d'affection que je l'en aimais depuis toujours. Il me dit: « Si les sauvages hommes venir, eux mangez-moi, vous s'enfuir. » « Bien, Xury, m'écriai-je, nous irons tous deux, et si les hommes sauvages viennent, nous les tuerons. Ils ne nous mangeront ni l'un ni l'autre. » Alors, je donnai à Xury un morceau de biscuit et à boire une gorgée de la liqueur tirée du coffre de notre patron, dont j'ai parlé précédemment. Puis, ayant halé la chaloupe aussi près du rivage que nous le jugions convenable, nous descendîmes à terre, n'emportant seulement avec nous que nos armes et 2 jarres pour faire de l'eau. Je n'eus garde d'aller hors de la vue de notre chaloupe, craignant une descente de canots de sauvages sur la rivière. Mais le petit garçon, ayant aperçu un lieu bas, à environ 1 mille dans les terres, il y courut, et aussitôt je le vis revenir vers moi. Je pensais qu'il était poursuivi par quelque sauvage ou épouvanté par quelque bête féroce. Je volai à son secours. Mais quand je fus assez proche de lui, je distinguai quelque chose qui pendait sur son épaule. C'était un animal sur lequel il avait tiré, semblable à un lièvre, mais d'une couleur différente et plus long des jambes. Toutefois, nous en fûmes fort joyeux, car ce fut un excellent manger. Mais ce qui avait causé la grande joie du pauvre Xury, c'était de m'apporter la nouvelle qu'il avait trouvé de la bonne eau sans rencontrer de sauvages. Nous vîmes ensuite qu'il ne nous était pas nécessaire de prendre tant de peine pour faire de l'eau, car un peu plus loin, dans la crique où nous étions, nous trouvâmes de l'eau
qui, à marée basse, coulait un peu plus haut, était douce. Ainsi, nous emplîmes nos jarres, nous nous régalâmes du lièvre que nous avions tué, et nous nous préparâmes à reprendre notre route, sans avoir découvert un vestige humain dans cette portion de la contrée. Comme j'avais déjà fait un voyage à cette côte, je savais très bien que les îles Canaries et les îles du Cap-Vert n'étaient pas éloignées. Mais comme je n'avais pas d'instrument pour prendre hauteur et connaître la latitude où nous étions, et ne sachant pas exactement, ou au moins ne me rappelant pas dans quelle latitude elles étaient elles-mêmes situées, je ne savais où les chercher, ni quand il faudrait, de leur côté, porter le cap au large. Sans cela, j'aurais pu aisément trouver une de ces îles. En tenant le long de la côte, jusqu'à ce que j'arrivasse à la partie où trafiquent les Anglais, mon espoir était de rencontrer en opération habituelle de commerce quelqu'un de leur vaisseau qui nous secourrait et nous prendrait à bord. Suivant mon calcul le plus exact, le lieu où j'étais alors devait être cette contrée s'étendant entre les possessions de l'empereur de Maroc et la Nigritie, contrée inculte, peuplée seulement par les bêtes féroces, les nègres l'ayant abandonnée et s'étant retirés plus au midi, de peur des morts. Et les morts dédaignant de l'habiter à cause de sa stérilité. Mais en vérité, les uns et les autres y ont renoncé parce qu'elle est le repère d'une quantité prodigieuse de tigres, de lions, de léopards et d'autres farouches créatures. Aussi ne sert-elle aux morts que pour leur chasse, où ils vont comme une armée, 2 ou 3 000 hommes à la fois. De fait, durant près de 200 miles de suite sur cette côte, nous ne vîmes pendant le jour qu'un pays agreste et désert, et n'entendîmes pendant la nuit que les hurlements et les rugissements des bêtes sauvages. Une ou 2 fois dans la journée, je crus apercevoir le pic de Ténériffe, qui est la haute cime du mont Ténériffe dans les Canaries, et j'eus grande envie de m'aventurer au large dans l'espoir de l'atteindre. Mais l'ayant essayé 2 fois, je fus repoussé par les vents contraires. Et comme aussi la mer était trop grosse pour ma petite embarcation, je résolus de continuer mon premier dessein de côtoyer le rivage. Après avoir quitté ce lieu, je fus plusieurs fois obligé d'aborder pour faire égade, et une fois, entre autres, qu'il était de bon matin, nous vînmes mouiller sous une petite pointe de terre assez élevée, et la marée commençant à monter, nous attendions tranquillement qu'elle nous portât plus avant. Xuri, qui, à ce qu'il paraît, avait plus que moi l'œil au guet, m'appela doucement et me dit que nous ferions mieux de nous éloigner du rivage. « Car, regardez là-bas, ajouta-t-il, ce monstre affreux étendu sur le flanc de cette colline est profondément endormi. » Je regardai au lieu qu'il désignait, et je vis un monstre épouvantable en vérité, car c'était un énorme et terrible lion couché sur le penchant du rivage, à l'ombre d'une portion de la montagne, qui en quelque sorte pendait presque au-dessus de lui. « Xuri, lui dis-je, va à terre et tue-le. » Xuri parut effrayé et répliqua : « Moi, tuer, lui manger moi d'une seule bouche ?» Il voulait dire d'une seule bouchée. Toutefois, je ne dis plus rien à ce garçon, seulement je lui ordonnai de rester tranquille, et je pris notre plus gros fusil, qui était presque du calibre d'un mousquet, et, après y avoir mis une bonne charge de poudre et 2 lingots, je le posai à terre. Puis, en chargeai un autre à 2 balles, et le 3e, car nous en avions 3, je le chargeai de 5 chevrotines. Je pointai du mieux que je pus ma première arme pour le frapper à la tête, mais il était couché de telle façon, avec une patte passée un peu au-dessus de son mufle, que les lingots l'atteignirent à la jambe, près du genou, et lui brisèrent l'os. Il tressaillit d'abord en grondant, mais sentant sa jambe brisée, il se rabattit, puis il se dressa sur 3 jambes,
et jeta le plus effroyable rugissement que j'entendis jamais. Je fus un peu surpris de ne l'avoir point frappé à la tête. Néanmoins je pris aussitôt mon second mousquet, et quoiqu'il commençât à s'éloigner, je fis feu de nouveau. Je l'atteignis à la tête, et j'eus le plaisir de le voir se laisser tomber silencieusement et se roidir en luttant contre la mort. Xury prit alors du cœur et me demanda de le laisser aller à terre. « Soit, va, lui dis-je. » Aussitôt ce garçon sauta à l'eau, et tenant un petit mousquet d'une main, il nagea de l'autre jusqu'au rivage. Puis, s'étant approché du lion, il lui posa le canon du mousquet à l'oreille et le lui déchargea aussi dans la tête, ce qui l'expédia tout à fait. C'était véritablement une chasse pour nous, mais ce n'était pas du gibier, et j'étais très fâché de perdre 3 charges de poudre et des balles sur une créature qui n'était bonne à rien pour nous. Xury, néanmoins, voulait en emporter quelque chose. Il vint donc à bord et me demanda de lui donner la hache. « Pourquoi faire, Xury ?» lui dis-je. « Moi, trancher sa tête, » répondit-il. Toutefois, Xury ne put pas la lui trancher, mais il lui coupa une patte qu'il m'apporta. Elle était monstrueuse. Cependant, je réfléchis que sa peau pourrait, d'une façon ou d'une autre, nous être de quelque valeur, et je résolus de l'écorcher si je le pouvais. Xury et moi, nous nous mîmes donc à l'œuvre. Mais à cette besogne, Xury était de beaucoup le meilleur ouvrier, car je ne savais comment m'y prendre. En fait, cela nous occupa tous deux durant la journée entière. Enfin, nous en vînmes à bout, et nous étendîmes la peau sur le toit de notre cabine. Le soleil la sécha parfaitement en 2 jours. Je m'en servis ensuite pour me coucher dessus. Après cette halte, nous naviguâmes continuellement vers le sud, pendant 10 ou 12 jours, usant avec parcimonie de nos provisions, qui commençaient à diminuer beaucoup, et ne descendant à terre que lorsque nous y étions obligés pour aller à l'Égade. Mon dessein était alors d'atteindre le fleuve de Gambie ou le fleuve de Sénégal, c'est-à-dire aux environs du Cap-Vert, où j'espérais rencontrer quelques bâtiments européens. Le cas contraire échéant, je ne savais plus quelle route tenir, à moins que je me misse à la recherche des îles ou que j'allasse périr au milieu des nègres. Je savais que tous les vaisseaux qui font voile pour la côte de Guinée, le Brésil ou les Indes orientales touchent à ce cap ou à ces îles. En un mot, je plaçai là toute l'alternative de mon sort, soit que je dusse rencontrer un bâtiment, soit que je dusse périr.